présentation de débat et tout ça avec les films que vous avez vus. Je pense que vous êtes prêts à poser peut-être des questions d'abord. Sinon, moi je commence déjà à passer le micro aux intervenants pour vous dire qu'est-ce qu'ils pensent des films qu'on vient de voir. Ben, ça m'a beaucoup intéressé, alors je vous dis des trucs en vrac, hein, comme ça, et puis en plus comme j'ai une mauvaise mémoire, enfin, je vais confondre un peu tous les films, mais ce qui est intéressant, c'est des films qui tournent plutôt autour des adolescents, avec des images de parents qui sont un petit peu éloignées, comme vous le disiez là tout à l'heure, des parents qui sont loin, des parents qui sont un peu caricaturés, des parents avec un fossé aussi entre les générations, des parents qui comprennent pas beaucoup, qui accompagnent pas beaucoup. C'est justement des interrogations qui sont typiquement adolescentes, hein, sur la plupart. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se construit avec les parents qui sont soit trop loin, soit trop menaçants, soit trop proches, mais en tout cas pas placés là où il faut, quoi, dans le... Alors, je ne peux pas répéter tout ce qui concerne cette présence-absence des parents. J'ai envie maintenant de tisser un petit peu des liens entre ce que j'ai vu et ce que je vis un peu professionnellement. Et par exemple, dans ce film où cette pâte à pain apparaît avec ce visage qui se noie dedans, je me suis dit, enfin je me dis maintenant, tiens, voilà, il voulait être boulanger, sa maman ne veut pas. Alors il se punit, il la punit, il l'agresse, enfin il fait quelque chose avec la pâte à pain. Et puis après, quand je l'ai vu sortir du tunnel que constituait ce tapis sous lequel il rampe, et puis il sort en plein jour dans un paysage de nature, de verdure, je me suis dit, voilà, non, je me suis trompée, il voulait faire de l'environnement, et en fait, ça ne nerve pas non plus. Probablement, on essaie de le convaincre d'autre chose. Et puis dans le dernier film, ce toboggan avec ce père qui soutient son enfant pour l'aider à monter, puis qui le laisse glisser avec prudence en l'accompagnant, ça me fait penser à ces accompagnements qu'on fait tous, pas seulement professionnellement quand on est conseiller et qu'on accompagne des projets, mais aussi quand on est parent, à ces accompagnements qu'on fait très tôt, tout au long du parcours d'une personne qu'on aime, un ami, un enfant, une personne qu'on reçoit, mais un accompagnement qu'il faut à un moment donné ne plus faire de la même façon. C'est-à-dire que le soutien ne doit plus se passer comme il s'est passé lorsque l'enfant était petit. Je voulais que, Mme Morisseau, vous reveniez justement sur cette histoire que vous avez dit, en fait, cette phrase que vous avez dit la dernière fois, qui nous manque de papa. Donc ça, je trouvais très bien. Patrick il était content, il m'a envoyé tous les jours des mails en me disant que c'était génial cette soirée parce que j'ai entendu ces mots, ces phrases, et moi aussi j'étais content en fait. Donc cette histoire, en fait, on en parle quelquefois entre les hommes, on n'a pas beaucoup de paroles, mais bon, on en parle quand même. On n'est pas trop intelligent, mais quand même on essaie. Et c'est vrai qu'on a l'impression de plus en plus qu'il y a une manque de papa. Vraiment une manque de papa et on n'en parle pas. Je réponds parce que le dernier livre que j'ai écrit est sur les hommes et sur les pères, donc je suis un peu dans le sujet. Moi je dirais qu'il y a un manque paradoxal de papa, parce que des papas il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, et puis ils sont de plus en plus comme le papa du toboggan, c'est-à-dire c'est des papas qui sont là justement, qui sont attentifs, qui soutiennent, qui câlinent, qui sont proches de l'enfant. Je crois que quand on parle du manque de père, on parle d'autre chose, on ne parle pas des papas, on parle de questions beaucoup plus générales à l'évolution de notre société, autour de la question de l'autorité, autour de la question de la transmission, autour de la question du patriarcat même, c'est-à-dire du père de famille comme étant représentant effectivement de la loi, de la culture et de l'autorité qui n'est plus dans la famille et qui n'a plus à être d'ailleurs, et qui n'est même plus de par la loi, hein, c'est fini la puissance paternelle, maintenant c'est l'autorité parentale conjointe, donc tout ça c'est vrai, ça crée beaucoup de questionnement dans la famille sur les rôles de chacun, le rôle maternel, le rôle paternel, tout le monde est un peu mobilisé et en interrogation autour de ça. Moi je suis plutôt quelqu'un qui se réjouit de cette évolution, c'est-à-dire de quelque chose, plus d'échanges entre les parents et un rôle maternel et paternel porté par les deux parents, et je trouve que dans votre film c'est justement ce passage de la paternité-création
à la paternité de ce père qui est là et qui tient l'enfant, ben, en quelques images, et on voit bien comment cette question est posée, c'est très intéressant. Moi, ce que je dirais un tout petit peu, étant donné mon expérience professionnelle actuelle, je m'occupe de jeunes déscolarisés, je crois que je l'avais dit déjà. C'est pas le même public. Bon, voilà, je m'occupe là depuis quelques mois de jeunes déscolarisés qui ont entre 16 et 18 ans. Et moi, ce que qui ont des parcours chaotiques dans l'école, bon. Et je m'aperçois quand même que ceux qui sont les plus amochis, ceux qui vont le plus mal, c'est quand même ceux pour qui il n'y a pas de référence paternelle. Hein, pour toutes sortes de raisons, soit que la mère ne veuille pas que le père soit là, même quand séparé, mais qu'il n'y ait pas de présence, hein, soit qu'il est vraiment mort, soit qu'il vit dans un autre pays. Enfin, je constate, moi, quand même, des situations où les garçons vont plus mal quand il n'y a pas de référence paternelle et où ils n'en ont pas trouvé. Hein. Moi, je m'en réjouis beaucoup en voyant ces courts-métrages-là, c'est que justement, il y a un vide, il y a une absence, il y a un vide, je reprends vos termes, il y a quelque chose qui, en tout cas, effectivement, ne comblera jamais le désir et l'attente que les adolescents peuvent avoir du côté des parents, et encore une fois, c'est tant mieux, parce que c'est ça qui va permettre aux adolescents et de se détacher, et de se séparer, et de se créer, et de ne pas être entièrement façonnés, comblés, créés par leurs parents. Et je m'en réjouis d'autant plus qu'on est dans des transformations culturelles aujourd'hui, tout à fait autour de l'illusion d'une éternelle adolescence dans laquelle baigneraient les parents et les enfants, avec justement quelque chose d'un fossé des générations, d'une barrière des générations qui se serait un peu abolie, et où parents et enfants ont un peu les mêmes vêtements, le même look, les mêmes intérêts, se vivraient dans une espèce de transparence où ils pourraient échanger sur tout et se comprendre. Ben non, pas du tout, et heureusement, c'est-à-dire que heureusement, il y a quelque chose qui n'est pas entièrement transmissible, il y a quelque chose qui fait qu'entre les générations on ne se comprend pas tout à fait, et que c'est cette incompréhension qui permet aux adolescents de se tourner vers d'autres choses que leurs parents, justement, comme on le voit aussi dans certains courts-métrages, c'est-à-dire les copains, les bandes de pères, les identifications aux personnes de leur âge et pas aux personnes de la génération précédente, et que tout ça dure depuis des millions d'années, et que c'est très bien comme ça. Ce que nous attendons des adultes, c'est une autorité intelligente. Et pour ma part, je ne confonds jamais autorité et autoritarisme. L'autoritarisme maintenant avec le patriarcat qui existe encore. Le deuxième point, c'est que nous attendons que les adultes nous structurent. Parce qu'en tant que soignant, psychiatre ou soignant plus large, comment restructurer quelqu'un quand il n'a pas de structure? C'est la question que je vous renvoie, je me suis posée et que je vous renvoie. L'idée du film de présenter différentes images justement en Vistar, on parle, vous avez vu un film norvégien, un film allemand, un film canadien, un film français, deux films français d'ailleurs, qui parlaient justement de l'univers de l'enfant. Il y en avait très jeunes, comme l'enfant norvégien, qui vivait tout seul d'ailleurs, ou canadien plutôt. Vous avez aussi des enfants un peu plus âgés, comme Rémi et ses copains en province, qui vivent de cette manière-là. Donc c'est à partir de là qu'on va voir justement ces regards, ce genre de vision un peu particulière de chacun de ces cinéastes. Et on arrive à savoir qu'en fait, dans l'absence des parents, soit dans le film de Rémi, soit dans le film de Patrick, soit dans le film canadien ou norvégien, c'est quand même assez important. Et en même temps, comme dit Maurice, Madame Maurice, on peut voir quand même il y a une présence, même s'ils ne sont pas présents, parce que c'est bien, je pense que c'est bien nettoyé, c'est bien propre, c'est assez bourgeois. Bon, on dit, c'est assez intéressant de sentir, même quand ils ne sont pas là, parce que même l'enfant dans le film canadien, quand il ouvre le frigo, c'est bien propre, c'est bien préparé. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Hallo Antoine, er is een spoedgeval. Ik zal laat thuis zijn vanavond. Ik zie je morgen. Slaap wel.
Et aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont aussi des films derrière la caméra, ce sont des adultes, donc qui aussi sont là pour dire aux acteurs, aux jeunes acteurs, comment il faut faire. Et en même temps, ce que je trouvais intéressant justement dans tous ces films-là, on avait l'impression, tant qu'il y avait des absents, des parents, des adultes, il y avait des débordements. Quand on voit des adolescents seuls, on peut se demander, bon là c'est vrai que je le peux en tant que parent, il y a un moment donné où les enfants rejettent les parents, et on peut imaginer que les parents sont partis, que les enfants n'ont pas voulu les suivre, tout simplement parce qu'ils préfèrent, vous voyez, j'imagine cette ville en été, moi j'ai pas envie de partir en vacances avec mes parents, je reste avec mes copains. C'est pour ça que cette question de la distance, j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est fondamental, et c'est je trouve qu'on voit bien dans les films, parce qu'on voit bien ces questions de distance et de distorsion de la distance, hein, c'est-à-dire le plus compliqué pour les parents au moment de l'adolescence, c'est de trouver la bonne distance, ni trop près ni trop loin, et sachant que c'est pas une distance fixe, mais une distance cinétique évidemment qui bouge. Et dans ce film, on voit cette mère qui est complètement intrusive, qui tout à coup devient énorme, et le garçon qui devient tout petit ou qui lui-même devient énorme. Ça illustre très très bien cette question de la cinétique et du fait que trouver la bonne place, voilà, c'est très compliqué. Moi, je trouve pas que justement il y a un fossé entre l'adolescent et l'adulte qui est devenu par la suite. Je trouve qu'au contraire, il y a une continuité qui est plutôt assez visible et que ça voudrait peut-être signifier que l'adolescence, c'est vraiment un moment clé dans la vie où on est en train de devenir qui on va être plus tard. Et c'est-à-dire qu'on ne change pas fondamentalement après. C'est le moment de l'adolescence surtout où tout se fait et qu'après, on revient difficilement en arrière. Et la construction, c'est quelque chose de long. Oui, c'est quelque chose de long. Ça commence à l'adolescence parce qu'on lui réclame de réfléchir à ce qu'il va faire plus tard, aux voies de formation qu'il va choisir, etc. Mais rien n'est jamais définitif. Et il y a des processus, ce processus assez long de construction de soi fait qu'on est amené à faire des choix tout au long de sa vie. Oui, mais les choix après restreignent les choix. Pas forcément. L'énergie personnelle, les rencontres, une volonté particulière, une passion particulière peut faire que des choix soient faits à l'âge adolescent, se reconvertissent en d'autres choix, dans une certaine continuité, mais avec des ruptures aussi. Ça fait partie de la construction aussi, d'essayer, de prendre certaines voies d'orientation, puis revenir vers d'autres voies après. Ça fait partie aussi des constructions possibles. Sur parents-enfants, c'est quelque chose qui concerne un peu tout le monde. Hein. Je pense que c'est un sujet un peu inévitable. Mais c'est vrai qu'on avait surtout abordé le sujet de la manière, des difficultés de s'émanciper, de choisir, de trouver son propre chemin professionnel, sa propre voie. Et je pense que j'ai choisi ce sujet implicitement parce que il y a plusieurs étudiants qui sont là dans la salle, mais moi-même je suis étudiante. Et je pense qu'on est dans une période un peu peut-être entre deux, où on est en train de choisir notre voie, mais on n'est pas tout à fait certain, et qu'on est dans une sorte d'entre-deux qui fait qu'on est en train de devenir de réels adultes, et qu'il faut pouvoir s'affirmer, il faut oser s'affirmer, c'est pas toujours facile. Et j'ai peut-être une question qui va vous sembler très très vaste, un peu saugrenue peut-être, mais l'adolescence, c'est le passage de l'enfance au passage à l'âge adulte. On sait ce qui fait passer de l'enfant à l'adolescent, mais qu'est-ce qui fait réellement passer de l'adolescent à l'adulte ?
question de l'adolescence parce que c'est une question très nouvelle, c'est-à-dire que le concept même d'adolescence, c'est un concept nouveau. Il y a 3 générations, ça n'existait pas. On passait de l'enfance à l'âge adulte, on n'envisageait même pas cette période intermédiaire. Aujourd'hui, on a l'impression que l'adolescence, ça commence à 7 ans et que ça se termine à 57 ans. C'est-à-dire il y a quelque chose, et effectivement, autour de ce processus, parce que sortir de l'adolescence, ça donnerait l'idée qu'il y a un processus de maturation qui est achevé. Or, on est de plus en plus, au jour d'aujourd'hui, avec nos logiques qui sont beaucoup plus individualistes et beaucoup plus tournées vers nous-mêmes, dans un perpétuel cheminement, interrogation sur soi, dans des transformations qui n'en finissent pas de se transformer, sur le plan de la vie privée, sur le plan de la carrière, sur le plan des orientations. Donc c'est vrai que c'est une question très pertinente que vous posez parce que ça devient beaucoup plus confus, cette idée de à quel moment on peut dire qu'une personnalité est achevée, terminée, stable. Elle va nous slammer sur le sujet. Ça va nous réveiller aussi un petit peu, ceux qui sont dans la salle. Amaranta, il y a aussi son livre. Vas-y. J'ai grandi, sans un mot et sans intensité. Des voisins nous saluaient, mais ne nous parlaient guère. L'ennui dans l'horizon et quelques aboiements emmuraient les journées et jusqu'à mes 20 ans. Le temps ne passait pas si les années passèrent. Et cet îlot désert au milieu des cités, mes parents affranchis l'ont aussitôt quitté. J'ai grandi, c'est fini. J'ai pu briser les pierres, mais mon enfance à moi est restée amorçant. Et le vide profond, parfois que je ressens, m'empêche d'amarrer mon bateau sur la terre. Merci.